Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo extraite de formation sur la PCR que je vous avais prévue cet été. Ça a pris un peu plus de temps à sortir parce que j'ai eu une rentrée un peu chaotique avec beaucoup de changements dans mon activité professionnelle et du coup voilà le temps de se remettre en marche et de pallier aux différents besoins de mon activité. Et ben j'ai pas eu le temps de tourner cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo rapide sur donc la PCA, qui est une technique quand même qu'on retrouve dans de nombreuses formations en lien avec la biologie. Et voilà, les construites pour vous permettre de retenir le principe général avec quelques schémas que j'ai essayé de faire de manière le plus simple possible pour permettre l'accès au plus grand nombre. Je rentrerai pas dans les détails de la PCR plus technique, plus médicale, par exemple avec tout ce qui est multiplexage et PCR en temps réel. Là, je reste vraiment en fait sur un cours d'introduction sur la PCR. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une prochaine vidéo plus ciblée sur de la PCR multiplex ou de la PCR en temps réel. Donc la PCR, qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'acronyme de trois mots anglais qui signifie donc polymérase chain reaction ou réaction de polymérisation en chaîne et c'est une technique de biologie moléculaire. Le but de la PCR, c'est d'amplifier spécifiquement un fragment d'ADN, soit pour avoir un peu plus de matériel biologique pour après faire donc tout ce qui va être génie génétique, par exemple la création d'OGM, faire donc du clonage, augmenter une quantité d'ADN parce que par exemple on est sur une scène de crime et on recherche un suspect et du coup on a besoin d'avoir une certaine concentration d'acide nucléique pour pouvoir ensuite faire des séquençages. Donc quelque chose qui est très utilisé en police scientifique. Et après, bien sûr, comme tout le monde le sait, suite à la crise sanitaire, vous avez également la PCR qui est utilisée donc, dans le diagnostic médical, donc qui était très utilisée pour détecter si des personnes étaient infectées par le virus du Covid. Au niveau technique et du principe général, le but de la PCR, c'est d'amplifier une région spécifique d'ADN de manière exponentielle. Donc, par exemple, si on reprend l'exemple du Covid, eh ben, on avait une amorce en fait qui amplifiait spécifiquement une région du virus. Donc, par exemple, les gènes qui codent pour la protéine Spike. Si on avait une amplification, ça voulait dire que la personne était infectée et que du coup, il y avait des acides nucléiques qui correspondaient au virus. Et s'il n'y avait pas d'amplification, on pouvait considérer que du coup, la personne n'était pas infectée. Donc là, en fait, je vous fais la version un peu manichéenne, donc noire ou blanche. Après, dans la PCR, sans rentrer trop dans les détails, vous allez avoir en fait des seuils et on considère que même s'il y a une amplification au-dessus d'un certain seuil, on pourra considérer que le résultat est également négatif. Si on parle juste de la technique PCR, en fait, il faut savoir que c'est une technique où on va pas voir grand-chose. C'est-à-dire qu'une solution d'ADN, ça va être une solution qui est incolore, par exemple, dans un tampon. Et après amplification, pour certains kits de PCR, mais pour la majorité des kits, vous ne voyez pas vraiment de différence entre avant et après amplification. C'est pourquoi la PCR, elle est très souvent combinée à des techniques de séquençage, par exemple pour faire de la cartographie génétique, pour identifier des mutations dans des maladies génétiques, pour identifier la présence ou non de certains gènes, par exemple quand on va faire de la mutagénèse. Elle va être combinée également à des techniques d'électrophorèse, donc soit préparatoire, soit analytique, parce que c'est possible par PCR donc d'amplifier un gène, de le faire migrer par électrophorèse, et en fait sur le gel d'électrophorèse de récupérer cet ADN en découpant physiquement ce gel et en le resolubilisant, et ça permet ainsi d'extraire une bande d'ADN en l'ayant visualisé auparavant. Et après, elle peut être bien sûr l'électrophorèse analytique, donc là pour voir présence ou absence d'un gène. Ça peut être par exemple si vous avez un gène où on sait qu'il y a des grandes mutations comme des grandes insertions ou de grandes délétions, et bien voir du coup si on a la version du gène normale ou la version du gène modifiée avec une plus grand nombre de paires de bases ou au contraire un plus petit nombre de paires de bases. Vous pouvez également combiner la PCR à des techniques de FISH, donc de fluorescence in situ hybridization. Donc ça, c'est pareil, ça va être une combinaison avec la microscopie de fluorescence où vous pouvez créer des sondes aussi qui vont s'apparier dans la cellule sur des gènes et vous permettre de détecter, par exemple, quelles sont les cellules qui sont malades et quelles cellules ne sont pas malades. Par exemple, si vous êtes sur une pathologie où justement l'étiologie de la pathologie, elle est d'ordre de la mutation génétique, donc ça peut être un complément de la PCR.
d'une manière générale en laboratoire, que ce soit plutôt sur de la recherche ou sur de la biologie médicale, par exemple, la PCR elle est plutôt couplée soit du séquençage, soit de l'électrophorèse préparatoire ou analytique. Donc au niveau des différentes étapes de la PCR, donc en fait on va parler de cycle PCR et en fait ce cycle PCR il va être décomposé en trois étapes. La première étape ça va être la dénaturation. Donc en ce qui concerne les principaux ADN, ils sont généralement sous forme double brin, donc comme le nôtre par exemple ou même comme celui des bactéries. Et donc, la dénaturation, en fait, elle va consister à chauffer votre solution qui contient votre ADN d'intérêt. Et en fait, en le chauffant, la dénaturation, elle va provoquer la séparation de chacun de ces brins d'ADN. Et donc, du coup, vous allez vous retrouver après séparation avec deux brins d'ADN simple brin. Ce qui est important, c'est de bien maintenir une température à 95 degrés. Donc aujourd'hui, c'est fait automatiquement par des machines. Mais il faut savoir que c'est une étape qui est réversible, c'est-à-dire que si vous montez en température et que la température redescend, par exemple parce que vous avez une coupure de courant ou parce que votre cycle, il y a un bug sur la machine, les brins d'ADN vont automatiquement se réhybrider. La deuxième étape, après la dénaturation, donc vous avez vos deux brins d'ADN simple brin, ça va être l'hybridation. L'hybridation, en fait, c'est pour hybridation d'amorce. Vous allez avoir une amorce sens qui va s'hybrider sur un des brins, donc de 5' en 3'. Donc par rapport au brin d'ADN, ce sera de 3' en 5'. Et vous aurez une amorce antisens qui va s'hybrider sur la partie 3' de l'autre brin d'ADN pour le relier donc de manière complémentaire et antiparallèle dans l'autre sens. Donc en fait, ça permettra, comme vous pouvez le voir sur le schéma, qu'une enzyme polymérise le brin du bas, puis, et enfin pas puis, mais en même temps le brin du haut, et ainsi chaque enzyme a son amorce pour chaque brin d'ADN. Donc ça va permettre d'amplifier les deux brins d'ADN en même temps. Troisième étape, vous allez avoir l'élongation. Donc l'élongation, c'est vraiment le fait que votre enzyme qui va être associée à la PCR va pouvoir allonger votre brin, donc néosynthétisé, pour créer une nouvelle molécule d'ADN. Et donc à la fin de cette étape d'élongation, vous aurez donc deux molécules d'ADN double brin. Donc en fait, la PCR, en théorie, ça va vous permettre de passer d'une molécule d'ADN double brin à deux molécules d'ADN double brin. Dans la pratique, en fait, on n'est pas sur une efficacité de 100%, c'est-à-dire qu'on ne passe pas de une à deux molécules. Généralement, l'efficacité, il est préconisé qu'elle soit plutôt comprise entre 95 et 105%. Donc, vous voyez, vous avez un petit peu moins de deux copies et un tout petit peu plus de deux copies. Le top, c'est bien sûr d'être autour de 100%, mais en fait, quand on fait de la PCR en laboratoire, alors ça, c'est plutôt pour la partie recherche, on n'a pas une efficacité de 100% dans les faits concrets. Donc, je reviens sur mes différentes étapes. Donc, comme je vous l'ai expliqué, donc la dénaturation est le processus de séparation des deux brins d'ADN. Donc, en fait, il faut se rappeler que l'ADN donc, est une molécule double brin chez les eucaryotes et même chez les prokaryotes, où en fait, vous avez une association de manière complémentaire et antiparallèle entre les deux brins. Et il faut retenir aussi que vous avez deux liaisons hydrogènes entre les bases AT et trois liaisons hydrogènes entre les bases GC. Et en fait, la dénaturation va venir casser ces liaisons hydrogènes entre donc, les bases AT et les bases GC. Et c'est ça justement qui permet de séparer du coup votre molécule d'ADN double brin en une molécule d'ADN simple brin. À l'issue de cette séparation, donc de cette dénaturation, chaque brin va être un brin matrice, parce que justement, il va recevoir une amorce qu'on va voir juste après, enfin, revoir juste après, et chaque brin est amplifié. Il n'y a pas qu'un seul des deux brins qui sert de matrice, comme vous pouvez avoir dans le processus, par exemple, de transcription. Donc, comme je vous ai expliqué juste avant, l'hybridation, c'est justement le fait d'associer une amorce sur chacune de ces brins. Donc, une amorce sens qui va être orientée de 5' en 3', mais qui sera sur le brin d'ADN orienté de 3' en 5'. Donc, comme pour une association de deux brins d'ADN, l'amorce est une séquence nucléotidique. Donc, il y a une association complémentaire et antiparallèle. Et du coup, votre amorce antisens sera associée sur l'autre brin, à l'autre extrémité du brin d'ADN, et permettra justement que les deux brins servent de matrice et qu'il y ait une polymérisation sur les deux brins. Au niveau de la température, donc tout à l'heure sur la dénaturation, je vous ai dit que c'était 95 degrés et c'est une température qui est fixe. En ce qui concerne l'hybridation, la température, généralement, on va vous donner un intervalle de température. La température d'hybridation, elle va être comprise entre 55 et 65 degrés. Ça, en fait, ça va être dépendant justement de la composition des amorces. Chaque amorce, en fait, on estime qu'il faut qu'elle soit entre une quinzaine et 25 nucléotides grand maximum. Et en fait, ces amorces étant donc des petites séquences nucléiques, elles vont être composées de nucléotides. Plus vous allez avoir de GC,
plus vous allez faire monter la température d'hybridation des amorces, parce que ces bases GC vont faire des triples liaisons hydrogène avec le brin matrice, alors que les bases AT vont faire seulement des doubles liaisons d'hydrogène avec le brin matrice. Donc ça, c'est la fameuse loi de Chargaff qui permet de comprendre en fait comment on calcule les températures d'hybridation. Mais retenez juste que la température d'hybridation, elle n'est pas fixe. Elle s'étend sur une plage de 55 à 65 degrés, qu'elle est dépendante donc de la taille des amorces. Plus c'est grand, plus ça va nécessiter une forte température. Et plus il y aura de GC plutôt que des AT, plus également la température va monter. Donc plus il y a de GC, plus on va devoir raccourcir les amorces parce que sinon la température elle va être trop élevée. Et par contre, s'il y a un peu plus de AT, alors là, on peut se permettre d'allonger un petit peu plus les amorces. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi on monte pas au-dessus de 65 degrés. Et ben en fait, le problème, c'est que la dernière étape, qui s'appelle l'élongation, elle va se faire à 72 degrés. Et c'est pareil, comme la dénaturation, c'est une température qui est fixe. Donc, si votre température d'hybridation, elle est trop proche de votre température d'élongation, ce qui risque de se passer, c'est que vous ayez une hybridation et qu'il y ait un processus d'élongation qui se fasse en même temps que votre hybridation. Et donc, du coup, là, ça risque de vous faire des polymérisations un peu anarchiques et vous risquez de ne pas avoir une efficacité top. Donc, c'est pour ça que quand on fait de la PCR et qu'on travaille sur sur des amorces maison qu'on design nous-mêmes et qu'on n'achète pas un kit tout fait comme on peut retrouver en biologie médicale, le design des amorces est ultra important. Et moi, je donnais des cours de biologie moléculaire ou quand j'étais en thèse, je passais beaucoup de temps à designer mes amorces et à les tester, être sûr que ce soit bien optimal avant de vraiment faire mon expérience de PCR. Donc, on en revient à notre élongation. Donc, l'élongation, c'est une réplication, du coup, qui se fait en in vitro. C'est vraiment le même principe que la réplication d'un brin d'ADN que vous pouvez étudier dans l'enseignement secondaire ou sur un chapitre de réplication donc de biologie moléculaire. Donc, elle va se faire à l'aide d'une polymérase. C'est qu'on est sur une polymérase qui est thermosensible, qui s'appelle la TAC. Donc, en fait, cette polymérase, elle a été identifiée au sein d'une bactérie thermophile, donc Thermophilus aquaticus, et justement, elle a une activité enzymatique qui est exceptionnellement possible aux alentours de 72 degrés. Alors que nous, par exemple, nos polymérases, donc humaines ou eucaryotes de manière générale, elles ont plutôt une activité enzymatique optimale autour de 37 degrés. Donc c'est hyper intéressant parce que cette enzyme, elle permet justement de faire une réplication à haute température et donc elle a été découverte pour permettre justement de faire cette expérience de PCR. De plus, cette tag polymérase, elle est bien parce que dans les expériences de PCR, maintenant, on a les fournisseurs de différentes compagnies comme donc vous avez Merck, vous avez du Biomérieux, enfin vous avez du Promega, etc. La plupart des personnes, je ne suis pas sponsorisé, mais ils ont réussi à travailler en plus sur des tags polymérases qui ont une très bonne sensibilité, donc ça veut dire qu'elle va faire très peu d'erreurs, et une très bonne processivité, donc ça veut dire en fait qu'elle va être très rapide en plus pour faire l'amplification. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on arrive à faire des cycles PCR qui peuvent durer entre 1h30 et 2h30, et donc ça permet de faire une expérience de PCR de manière très rapide. Donc à l'issue de cette étape donc d'élongation, vous verrez que vous allez avoir donc vos 2 brins d'ADN et ça va venir terminer votre premier cycle. Et donc un nouveau cycle pourra alors commencer où donc vos 2 brins d'ADN vont être dénaturés. Vous aurez donc 4 brins d'ADN simples brins sur lesquels les amorces vont s'hybrider et chaque simple brin permettra de faire donc sera répliqué, pardon, et du coup, vous aurez 4 brins d'ADN double brin, et ainsi de suite. Et donc, vous multipliez par 2, par 2, par 2. Et donc, du coup, vous avez un nouveau cycle qui commence. Et généralement, les expériences de PCR, on va être entre 25 et 35 cycles, à peu près. Donc là, je vous ai mis tous les processus de la PCR, donc de la dénaturation jusqu'à l'élongation. Donc voilà, vous pouvez mettre pause si vous voulez récupérer le schéma. Je vous ai mis en bas à gauche le milieu réactionnel, qu'est-ce qu'il doit contenir. Donc en gros, vraiment tout ce que vous mettez dans votre tube, vous allez faire votre PCR avant de le placer par exemple dans votre thermocycleur ou la machine qui va vraiment faire l'étape de PCR. Et ensuite, vous avez donc ce cycle qui se répète. Donc je vous ai dit 25 à 35 cycles, donc là j'ai mis 30 à 40 cycles. Ça va dépendre justement du fournisseur, en fait, ce qui va donner pour sa tag polymérase, en fait, pour combien de cycles elle est optimisée. Et ça va dépendre également de votre expérience, qu'est-ce que vous voulez faire. Parce que des fois, le but, c'est pas d'avoir trop d'ADN non plus.
mais d'avoir juste une quantité suffisante pour faire donc un séquençage, du clonage, une électrophorèse, etc. Mais bon, voilà, retenez que voilà, c'est grosso modo entre 25, 35, 40 cycles. Et du coup, ça vous permet de vraiment avoir beaucoup d'ADN. Par exemple, si vous avez une scène de crime où vous avez un poil qui est tombé, vous pouvez récupérer ce poil, donc du coup, qui contient de l'ADN. Vous allez donc faire une extraction avec des tampons qui vont permettre de sortir l'ADN de ce poil. Ensuite, vous pouvez faire votre PCR. Ça vous permet donc d'amplifier le matériel génétique pour faire des expériences dessus, donc du séquençage pour essayer d'identifier le suspect, et surtout d'avoir plus d'ADN pour éviter de perdre l'échantillon au cas où, je sais pas moi, il y a un accident au laboratoire, mais en fait, ça vous permet de stocker l'échantillon, de faire un alico, de faire des expériences sur un seul des alicots et d'avoir l'autre alico de ce. Donc, un exemple d'application aussi tout simple, c'est par exemple, voilà, vous travaillez sur des gènes qui sont par exemple dans une bactérie que vous étudiez. Vous avez le gène A, le gène B et le gène C. Et par exemple, vous voulez voir l'impact d'une protéine B, donc qui est codée par le gène B. Et donc, vous allez faire ce qu'on appelle de la mutagénèse. Donc, en fait, la mutagénèse va consister soit à retirer partiellement un morceau du gène B, mais qui sera dans tous les cas, qui aboutira à l'expression d'une protéine, à la production pardon, d'une protéine non fonctionnelle, soit carrément vous essayez de tout retirer. Et comme ça, vous voyez l'absence totale de la protéine B. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, pour la bactérie dans l'exemple que je vous ai donné. Et ben, ce qu'on peut faire, c'est un contrôle par PCR, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre expérience de mutagénèse, vous voulez retirer votre gène B, vous pouvez faire une PCR donc, sur votre bactérie où vous avez fait vos mutagénèses. Si vous avez une amplification, votre mutagénèse, elle a échoué, parce que du coup, votre gène B est toujours présent et donc il y aura production de la protéine B. Alors que si vous ne détectez plus d'amplification du gène B, votre mutagénèse a été un succès. Et donc, vous pourrez utiliser cette bactérie qui sera donc un mutant, donc un OGM, et que vous pourrez donc étudier pour voir quelles sont les conséquences de cette absence de gène B et de facto de la production de la protéine B dans un contexte d'infection ou dans le métabolisme de la bactérie, etc. Donc voilà pour la PCR. Donc c'était quelque chose de très simple. C'est vraiment le principe général. C'est plutôt voilà une vidéo qui s'adresse à des étudiants en première année. Donc n'hésitez pas à mettre pause sur les images si je suis allé un petit peu rapidement. Et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous voulez que je creuse d'autres sujets en lien avec donc la PCR, donc peut-être plus sur un domaine médical, recherche, scientifique, technique ou sur les exemples d'applications. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.